Je sais que vous êtes très nombreux et très nombreuses à être totalement fascinés, passionnés par Artemisia Gentileschi. C'est aussi mon cas et cette vidéo, c'est une vidéo dans laquelle j'ai eu énormément de mal à me lancer. J'ai toujours du mal à arrêter les recherches pour ces vidéos, mais pour celle-ci, c'est plus vrai que jamais. En fait, j'ai fini par me rendre compte que j'avais déjà beaucoup trop de matière pour tout vous dire en une vidéo, donc j'ai décidé d'en faire 2, puis 3, et 3, en fait, ce n'est pas du tout assez pour tout couvrir. Donc je me suis dit que là, il était clairement temps d'arrêter les recherches et je les reprendrai maintenant quand on me proposera d'écrire une série en 50 épisodes sur Artemisia Gentileschi. Artemisia, c'est l'une des plus grandes artistes, des plus grandes peintres du baroque européen, des plus grandes peintres du XVIIe siècle. Elle a travaillé pour la famille Medici, pour le vice-roi d'Espagne, pour la reine d'Angleterre. Ses œuvres étaient louées par tous les amateurs d'art, par tous les poètes de l'époque. Mais comme Judith Leyster, dont on a déjà parlé, et comme de nombreuses autres femmes artistes qui ont marqué l'histoire de l'art, ou plutôt qui auraient dû marquer l'histoire de l'art, son nom est tombé dans l'oubli dans les quelques décennies qui ont suivi sa mort, et ses œuvres ont été réattribuées à des artistes hommes. Par exemple, son œuvre la plus connue, Judith décapitant l'Auferne, qui se trouve aux Offices à Florence, elle a été présentée pendant des siècles comme étant un chef-d'œuvre du Caravage, et quasiment toutes ses œuvres de jeunesse ont été attribuées à son père, qui était peintre lui aussi, y compris les œuvres qui étaient clairement signées Artemisia. Et la résurrection de Artemisia Gentileschi, on la doit en immense majorité à des femmes, à des chercheuses en histoire de l'art. Donc Artemisia aujourd'hui est devenue quasiment une icône pop, mais pour ce qui est de sa reconnaissance institutionnelle, ça n'a pas été facile du tout. En fait, le fait que ce soit des historiennes de l'art féministes qui aient œuvré à sa réhabilitation, ça a énormément polarisé les débats, ça a freiné dans un sens sa reconnaissance par les historiens de l'art, par le milieu de l'histoire de l'art, parce qu'on a reproché à ces femmes d'avoir un biais de genre, de s'intéresser à Artemisia Gentileschi parce que c'était une femme, parce qu'elle a une histoire extraordinaire et parce qu'elle est une forme de figure proto-féministe, qu'on a voulu en faire une icône de la lutte des femmes pour pouvoir créer. Donc on a beaucoup reproché, on a beaucoup pu lire qu'en fait tout l'intérêt pour Artemisia Gentileschi, il était dû uniquement au fait qu'elle était une femme et pas vraiment à la qualité de sa peinture. Aujourd'hui, ces débats semblent totalement clos. La peinture d'Artemisia Gentileschi est reconnue par absolument l'intégralité des historiens de l'art comme étant exceptionnelle. Et en ce moment, il y a la première grande exposition entièrement dédiée à Artemisia Gentileschi qui se déroule à la National Gallery de Londres. Et encore une fois, cette première grande exposition, on la doit à une femme, Letizia Trepes. La figure d'Artemisia Gentileschi, outre le fait que sa peinture est absolument exceptionnelle, et je vais revenir dessus en détail, elle est intéressante aussi parce que avec son histoire, on comprend vraiment l'ensemble des obstacles qui se dressaient sur la route des femmes qui auraient eu cette idée folle de vouloir créer, de vouloir devenir artiste. On comprend en fait grâce à Artemisia Gentileschi pourquoi il y a eu aussi peu de grandes femmes artistes dans l'histoire de l'art. Donc, Artemisia est la fille d'un peintre, vous l'aurez compris. Son père s'appelle Orazio Gentileschi. C'était un très bon artiste lui-même. Il est notamment en fait reconnu pour son traitement des tissus, des drapelés, des reflets de lumière qui effectivement sont absolument sublimes. Donc Orazio était un bon artiste, mais ce n'était clairement pas un mec sympa. Dans les sources qu'on retrouve au XVIIe siècle à Rome, il est décrit comme un homme solitaire, inculte, colérique, sarcastique et brutal. Donc il ne parvenait absolument pas à s'insérer dans les cercles intellectuels et artistiques qui lui auraient permis d'obtenir des commandes importantes. Et en fait, il a vécu pendant très longtemps de façon très précaire, constamment endetté, constamment menacé puisqu'il ne parvenait pas à payer ses dettes. Et en fait, pour compliquer encore un peu sa vie, en 1605, sa femme meurt en couche. Donc Orazio va élever seul sa fille de 12 ans, Artemisia, et les 3 jeunes frères d'Artemisia. Au moment de la mort de sa mère, donc en 1605, donc Artemisia a 12 ans et elle ne sait ni lire ni écrire, comme la plupart des jeunes filles de son milieu social à l'époque. Elle va en fait être chargée pendant toute son adolescence de s'occuper de ses 3 frères. Son père a extrêmement peur que la réputation de sa fille soit entachée, donc il va faire le choix très simple de l'interdire de sortie. Donc elle va passer toute son adolescence entre les 4 murs de la maison de son père à s'occuper de ses frères, et la seule chose qu'elle a le droit de faire à l'extérieur, c'est d'aller à l'église, et évidemment toujours accompagnée.
Mais on ne sait pas exactement pourquoi Orazio a décidé qu'il allait prendre Artemisia comme apprentie. Il n'y avait aucune femme qui était formée à la peinture à Rome à cette période-là. Donc c'est clairement parce que le père d'Artemisia Gentileschi était peintre qu'elle a pu apprendre la peinture. Autrement, c'était très compliqué pour une femme puisque une famille ne pouvait pas envoyer sa fille dans l'atelier d'un autre homme, d'un homme extérieur à la famille. Donc c'est vraiment courir trop de risques pour qu'il se passe quelque chose ou qu'il y ait des rumeurs sur la virginité, sur l'honneur d'une fille, puisque qui aurait voulu ensuite prendre pour épouse une fille dont l'honneur aurait été sali, dont la virginité ne serait pas absolument certaine. Alors à l'époque, la formation d'un apprenti en peinture c'était très long, il fallait des années en fait avant de pouvoir toucher de la peinture puisque c'était en fait trop cher pour être gâché par un débutant. Donc toutes les premières années de formation, ça se passait à l'extérieur du studio, il fallait aller recopier dans tout Rome tous les grands chefs-d'œuvre qui s'offraient aux apprentis peintres. Donc il s'agissait de dessiner tous ces chefs-d'œuvre. Sauf que c'était absolument impossible pour Artemisia Gentileschi puisque, vous l'avez compris, elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Donc les seuls modèles d'après lesquels elle a pu apprendre, ce sont en fait les œuvres de son père. Donc évidemment, on a perdu tous ces dessins d'apprentissage, mais vous pouvez voir dans cette œuvre qui représente Judith et sa servante et qui date de 1614, que même des années après avoir quitté l'atelier de son père, elle s'inspirait encore des compositions qui avaient été créées par son père, qu'elle avait longuement copiées. Et c'est assez évident quand on met donc cette Judith à côté de la version d'Orazio de la même scène qui date de 1612 environ. Là, vous comprenez à quel point les œuvres d'Orazio ont inspiré Artemisia dans sa jeunesse. On retrouve la même composition et la même palette de couleurs. Par ailleurs, les apprentis devaient aussi apprendre d'après le modèle vivant pour comprendre réellement comment fonctionne l'anatomie humaine. Et ça, c'était aussi impensable pour Artemisia Gentileschi, puisque c'était évidemment inconcevable qu'une femme soit mise en présence d'un homme nu. Et cette méconnaissance de l'anatomie, elle se voit dans certaines des œuvres de jeunesse d'Artemisia Gentileschi. Par exemple, si vous regardez cette Marie-Madeleine qui date de 1616, on voit souvent souligné dans les livres sur Artemisia Gentileschi à quel point ses jambes sont gigantesques et quand on y regarde de près, c'est vrai que c'est totalement disproportionné. Donc impossible pour elle d'apprendre en copiant les plus grands, impossible pour elle d'apprendre l'anatomie sur un modèle vivant. La seule chose en fait qui restait à Artemisia Gentileschi pour apprendre, outre les œuvres de son père, c'était des gravures, donc des reproductions de grandes œuvres qui pourtant étaient juste à côté de chez elle dans sa ville. Ici je vous montre par exemple Suzanne et les vieillards qui date de 1610. C'est la toute première peinture que l'on connaît qui est signée par Artemisia Gentileschi. Elle n'avait que 17 ans quand elle l'a réalisée et je vous en parlerai beaucoup plus longuement dans la prochaine vidéo, mais ici je vous montre cette œuvre parce que en fait elle permet de voir à quel point elle s'inspirait de tout ce qu'elle avait à sa disposition. En fait, l'idée de représenter les vieillards au-dessus de Suzanne, derrière un petit muret, et Suzanne face à nous, avec cette torsion du corps et ce pied, ce bout du pied dans l'eau. En fait, toutes ces idées, elles viennent d'une gravure d'Annibale Carracci, qui est l'autre grande figure de ce début du XVIIe siècle italien avec Caravage. Donc elle s'est inspirée de cette gravure pour la composition. Mais le mouvement des bras, en revanche, lui, il est inspiré de l'expulsion d'Adam et Ève du paradis de Michelangelo, qui est dans la chapelle Sixtine. Donc elle a repris le mouvement des bras d'Adam, mais en fait c'est assez intéressant et assez drôle. Ce mouvement, il est à l'envers dans la composition, puisque avec la gravure, en fait, la composition apparaît en miroir. Et c'est exactement la même chose pour cette autre œuvre de jeunesse d'Artemisia, qui est donc une représentation de Cléopâtre. Là, elle s'est inspirée d'une sculpture romaine qui était à Rome, une sculpture qu'on croyait être une représentation de Cléopâtre à l'époque. Et là encore, elle a pris pour modèle une gravure, puisque la composition est en miroir de l'original. Artemisia Gentileschi évolue donc pendant toute son adolescence entre les quatre murs de cette maison à s'occuper de ses frères, à peindre et à de temps en temps sortir pour aller à la messe. Et en fait, pendant cette période, donc quand elle a 16-17 ans qu'elle commence à réellement peindre, à ce moment-là, ça commence aussi à aller mieux pour son père puisqu'il s'est lié d'amitié avec un autre peintre, Agostino Tassi, qui est un peintre qui est bien mieux introduit que lui auprès des grands mécènes romains. Vers 1610-1611, les deux peintres commencent à collaborer et à réaliser notamment de grandes fresques pour la famille Borghese. Donc ça va beaucoup mieux grâce à Agostino Tassi. Mais ce fameux Agostino Tassi, il développe une obsession pour la mystérieuse fille de Orazio Gentileschi.
Et en mai 1611, il s'introduit dans la maison de radio quand le peintre n'est pas là, il trouve sa fille et il la viole. Artemisia Gentileschi, pour sauver son honneur, n'a d'autre choix en fait que d'espérer épouser Tassie. C'est ce qu'il lui a promis quand il a découvert qu'elle était vierge, et donc elle continue en fait à avoir une relation avec elle après ce viol, dans l'espoir qu'il l'épouse et dans l'espoir de sauver sa réputation. Le père d'Artemisia Gentileschi est au courant, il n'a d'autre choix lui aussi que d'attendre cette demande au mariage qui ne vient pas malgré les promesses de Tassie, et en fait au bout d'1 an, le père d'Artemisia Gentileschi n'en peut plus et il porte plainte. Il ne porte pas plainte pour viol, il porte plainte pour la défloraison de sa fille. Sa fille n'est même pas au courant qu'il a porté plainte. Donc il porte plainte pour la défloraison de sa fille par Tassie, et donc pour le déshonneur que Tassie a imposé à sa famille, à son nom de famille. L'espoir de Orazio Gentileschi en portant plainte, c'était probablement que en fait, le procès force Tassie à épouser sa fille, que aussi il soit reconnu légalement qu'il n'ait pas à payer la dot de sa fille lors de ce mariage, puisque Antonio Tassi a déjà défloré sa fille, qu'il a déjà déshonoré sa famille. Sauf que pour remporter ce procès, il va falloir prouver que Artemisia Gentileschi était effectivement vierge au moment où elle a été déflorée, et que par ailleurs c'était une jeune femme honorable. C'est aussi assez terrible de penser qu'il a imposé ça à sa fille en sachant comment allait se dérouler le procès. Évidemment, Tassi va tout faire pour prouver que Artemisia Gentileschi n'était pas vierge, n'était pas une femme honorable, et donc il va faire venir tout un tas de témoins dans le but de montrer que Artemisia Gentileschi était donc une salope. Donc il y a certains des témoignages où c'est aujourd'hui un peu difficile de comprendre la gravité de ce qui est rapporté. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui dit que Artemisia Gentileschi a été vue plusieurs fois à la fenêtre de son père, et donc clairement elle voulait pas rester à l'intérieur et qu'elle cherchait ouvertement la merde, quoi. Par contre, certains des témoignages où on mesure bien l'outrage que ça a dû être d'entendre ça, et ensuite d'imaginer toutes les discussions qu'il y a eu dans Rome au sujet de ces témoignages. Il y a notamment un homme, un ami d'Orazio qui décidément n'était pas très bien entouré, un ami d'Orazio donc qui dit qu'en fait il avait couché avec la mère d'Artemisia Gentileschi quand elle était encore vivante, et que c'était en fait lui le père naturel d'Artemisia Gentileschi, et que comme sa mère en fait Artemisia n'avait pas su lui résister, et que c'est en fait lui qui l'avait déflorée. Il y a un autre témoin qui raconte que cette fameuse Cléopâtre que je vous ai montrée, c'est en fait une œuvre d'Orazio qu'il a peint en prenant modèle sur sa fille nue, et qu'il a fait venir des hommes pour voir sa fille pendant les séances de pause, et qu'il a vendu la virginité de sa fille pour un morceau de pain. Artemisia Gentileschi, elle, doit raconter son viol devant cette cour qui est uniquement donc composée d'hommes, devant Tassi qui est là pendant tout le procès évidemment. Elle doit raconter dans le détail ce qui s'est passé, elle est interrogée, et pour pouvoir prouver qu'elle dit la vérité, on lui demande si elle est d'accord pour se soumettre à la torture, ce qu'elle accepte. Elle va donc être torturée dans ce tribunal en face de Tassi. On va en fait lui enserrer les doigts, ses doigts de peintre, dans des cordes extrêmement serrées qu'on peut continuer à serrer pour lui casser les doigts. Et donc pendant toute cette torture, elle va continuer à dire « oui c'est vrai, è vero, c'est vrai, je dis la vérité ». Donc Artemisia Gentileschi est crue. Et par ailleurs, Tassi se défend extrêmement mal, et on découvre petit à petit au cours du procès qu'en fait il a déjà été condamné pour le viol de sa belle-sœur, et que sa femme est portée disparue mystérieusement. Donc déjà on apprend qu'il a une femme, donc tous les plans d'Orazio pour qu'il épouse sa fille tombent à l'eau. C'est vraiment le moment décisif du procès, et donc on découvre aussi que cette femme a totalement disparu et qu'il est fortement suspecté de l'avoir tuée. Tassi va donc perdre le procès, il va être exilé de Rome, mais il ne va devoir rien payer à la famille Gentileschi. Et par ailleurs, en fait, ses puissants supports à Rome vont le faire rappeler quelques semaines seulement après le procès, vont le faire pardonner afin qu'il puisse finir les œuvres qu'il avait commencées pour eux. Il finira quand même sa vie en prison puisque c'est un prédateur exceptionnel, et qu'il ne va pas s'arrêter à Artemisia Gentileschi, et qu'il finira en fait en prison pour avoir tué une autre femme, son amante, qui était enceinte de lui. C'est grâce, entre guillemets, aux archives de ce procès qu'on en sait autant sur la jeunesse d'Artemisia Gentileschi, qu'on en sait autant sur le contexte de l'époque, qu'on en sait autant
sur comment étaient traitées les femmes à cette période-là. Son histoire permet, comme je vous l'ai dit, de comprendre la quasi-impossibilité pour une femme de créer au XVIIe siècle en Italie. Dans les prochains épisodes, on reviendra plus en détail sur la peinture d'Artemisia Gentileschi, comment, tout en vivant de multiples aventures absolument extraordinaires, rocambolesques, romanesques, absolument incroyables pour une femme de son époque, comment elle est devenue l'une des artistes baroques les plus reconnues de l'époque. On reviendra bien sûr en détail aussi sur les femmes fortes qui peuplent ses œuvres et bien entendu sur ces fameuses représentations de Judith décapitant Holoferne sous les traits duquel on a tant de fois vu Agostino Tassi. Je ne veux absolument pas réduire Artemisia Gentileschi à ce viol. Je ne pouvais pas pour autant ne pas en parler pour toutes les raisons que je vous ai déjà dites. C'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire cette série en 3 épisodes pour ne pas minimiser cet épisode du viol et de son procès, mais pour aussi avoir un temps long pour raconter l'ensemble de son histoire et parler de sa peinture dans le détail. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des aventures extraordinaires d'Artemisia Gentileschi. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!